Dans cette partie de la discussion sur les sciences occultes, nous abordons le sujet de l'hypnose et son utilisation dans le développement de la concentration. Une expérience a été mentionnée où l'utilisation d'une lampe d'étude a amélioré les performances des étudiants, tout comme le conditionnement d'un chien à saliver en entendant une cloche avant d'être nourri. Cela démontre l'utilisation pratique du principe de suggestion et de programmation subliminale dans l'hypnose. L'hypnose elle-même est une entrée dans les explorations de la réalité et de la matière, où certaines personnes peuvent accomplir des actions impossibles en état de transe. Sri Aurobindo a écrit sur le fait que cette simple entrée de l'hypnose ouvre la voie à une gamme de possibilités inexplicables par les sciences matérialistes, et il explique que le yoga offre une compréhension plus profonde de cette réalité. Il identifie 4 étapes qui mènent à la reconnaissance du pouvoir de l'esprit sur le corps et de sa maîtrise sur la matière. Le yoga permet de reconnaître l'esprit comme indépendant de la matière et capable de contrôler les stimuli externes, allant à l'encontre des lois de la nature. C'est une découverte décisive dans le yoga. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'utilisation du yoga comme échappatoire au modèle matérialiste. Il mentionne que le yoga permet de changer les associations habituelles de l'esprit avec le corps et le monde. L'auteur explique que rien n'est définitivement associé et que tout est fluide et changeant. Il donne l'exemple de la douceur du sucre qui peut être programmée par l'esprit pour être perçue comme amertume. Il souligne également que notre réaction aux critiques des autres peut être changée par un choix libre et que nous pouvons choisir d'être heureux indépendamment des critiques. L'auteur aborde également le sujet de l'hypnose, expliquant comment les suggestions sous hypnose peuvent changer certains comportements et réponses du corps. Il conclut en expliquant que ces changements sont dus aux habitudes et associations formées par l'expérience dans le corps, le cœur ou l'esprit. Dans ce texte, il est critiqué le domaine de la psychologie moderne qui se focalise sur le développement de lois et de modèles de comportement qui peuvent être changés. L'auteur remet en question l'approche occidentale de la science, qui a adopté le concept de loi provenant de la religion chrétienne. Cette vision mécaniste s'est ensuite étendue au domaine psychologique, affirmant que l'esprit est gouverné par des lois car il est le produit du corps. Cependant, l'auteur soutient que cette approche est erronée et entraîne de nombreux problèmes. Selon Sri Aurobindo, les associations mentales sont plus persistantes dans le corps que dans l'esprit, et il est donc plus difficile de les modifier. De plus, ces associations mentales sont également plus persistantes dans la race humaine que chez l'individu. Cependant, il souligne qu'il est possible pour l'individu de conquérir son corps et son esprit dans une seule vie, tandis que la conquête de la race humaine nécessite un développement sur plusieurs générations. L'auteur fait valoir l'importance pour chacun d'apprendre à conquérir son corps et son esprit, et critique le fait que ce concept ne soit pas enseigné dans l'éducation. Il mentionne également que notre héritage génétique ne devrait pas être utilisé comme une excuse pour expliquer notre comportement criminel, mais plutôt comme une opportunité pour changer et évoluer. Sri Aurobindo propose également une idée intéressante selon laquelle la pratique du yoga par de nombreuses personnes et sa persistance dans les générations futures pourraient apporter des changements profonds dans la psychologie humaine. Ces changements pourraient être transmis par l'hérédité et contribuer à l'émergence d'une race supérieure grâce à la survie du plus apte. En conclusion, l'auteur suggère que ceux d'entre nous qui sont naturellement attirés vers des valeurs plus élevées ont peut-être hérité de nos ancêtres une certaine forme de développement de soi. Il souligne également l'importance de la gratitude envers ses ancêtres, même s'ils ne sont pas nécessairement évidents dans notre arbre généalogique immédiat. Finalement, l'auteur affirme que chaque individu, par ses efforts personnels, peut contribuer au changement et à l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Dans ce texte, l'auteur évoque la possibilité pour l'humanité d'avoir un impact positif, en notant que cela pourrait être particulièrement marquant parmi ceux qui sont déjà engagés dans des efforts en ce sens. Il souligne l'importance des actions d'aujourd'hui sur l'humanité dans son ensemble, en mentionnant notamment l'impact sur les générations futures. Il fait référence à l'évolution de la conscience et cite des versets de la Bhagavad Gita pour souligner l'importance de nos croyances et de notre prise de conscience dans nos actions et leur influence sur le monde matériel. L'auteur explore également la puissance de l'esprit et de la volonté, en faisant référence à l'hypnose et aux suggestions, et souligne l'existence d'une volonté supérieure qui peut influencer directement notre esprit lorsque nous sommes pleinement éveillés. Il évoque ensuite la possibilité de contacter cette volonté supérieure à travers le yoga, ce qui permettrait d'obtenir des résultats plus importants et plus radicaux. L'auteur termine en discutant de la capacité de l'esprit à changer de mode et de perception, en utilisant l'exemple d'une lampe d'étude qui peut être activée pour se mettre en mode d'étude et désactivée pour sortir de ce mode. Il souligne la similitude avec les pratiques religieuses qui utilisent des invocations pour se mettre dans un état d'esprit spécifique avant de commencer une activité. L'auteur conclut en soulignant qu'il est important de comprendre ce qui est possible avec notre propre esprit, mais également de reconnaître que de plus grandes influences et des résultats encore plus puissants peuvent être obtenus en se connectant à une volonté supérieure. Dans un groupe bouddhiste japonais, les initiés se concentrent et répètent le mantra de leur lignée, en effectuant des gestes spécifiques avec leurs mains. Ils entrent ainsi dans un état de conscience propice à interagir avec les personnes extérieures pour les aider dans certaines pratiques. Une fois l'interaction terminée, ils se déconnectent de cet état en répétant le mantra et en faisant une offrande de remerciement. Cela va au-delà de l'hypnose, car ils se connectent consciemment à une aide supérieure.
Cette notion peut également être appliquée à la méditation, où fixer un horaire ou un lieu spécifique crée une présence et un état de conscience imprégné dans cet espace. Il est également possible d'appliquer cette idée à l'étude, en réservant un espace dédié uniquement à l'apprentissage pour favoriser le calme et la clarté d'esprit. Cette pratique s'apparente à l'hypnose, où les personnes peuvent être induites dans un état approprié grâce à des mots-clés. En développant cette compétence, on peut apprendre à passer consciemment d'un état à un autre, voire à les fusionner. Sous hypnose, il est possible de modifier la perception des couleurs, des goûts et des odeurs, voire de devenir immunitaire à certaines expériences. Par exemple, on peut être convaincu que la couleur bleue est transparente ou qu'une personne est transparente. L'esprit intérieur conserve l'image avant que les yeux soient couverts, permettant ainsi de continuer à la voir. En fonction du degré d'hypnose, il est possible de voir des changements même lorsque les yeux sont couverts, grâce à la vision clairvoyante. L'idée est que cela démontre le potentiel humain qui peut être développé grâce au yoga et à l'hypnose. La suggestion post-hypnotique, que l'on peut pratiquer sur soi-même, peut avoir un impact sur notre corps et notre santé. Il est possible de changer nos croyances limitantes et d'influencer notre biologie grâce à notre volonté et à notre intention. Par exemple, sous hypnose, on peut être convaincu que nos muscles abdominaux sont forts et être capable de supporter le poids d'une personne sans ressentir de douleur musculaire par la suite. De même, les pensées négatives que nous répétons régulièrement à nous-mêmes peuvent agir comme des suggestions post-hypnotiques et avoir un impact sur notre santé. Notre corps a la capacité de changer sa réaction à certains aliments ou situations si nous changeons nos convictions profondément ancrées dans notre esprit et notre corps. Par conséquent, il est possible d'utiliser l'hypnose ou notre propre volonté et intention pour influencer nos réactions et façonner nos réponses corporelles. Par exemple, en pratiquant le yoga régulièrement avec l'intention de renforcer notre corps et notre esprit, nous pouvons améliorer notre résilience physique et atténuer les problèmes liés à l'âge. La foi transmise dans nos traditions ou notre lignée peut également être d'une grande aide. Par exemple, une pratique traditionnelle de salutation au soleil peut être renforcée par notre conviction que cette pratique nous apportera santé et force. En résumé, il est donc possible de transformer notre biologie en changeant nos croyances et en utilisant des techniques comme l'hypnose, la volonté et l'intention, ainsi que des pratiques traditionnelles telles que le yoga. Dans ce texte, l'auteur parle d'une pratique consistant à répéter une affirmation ou une prière tous les jours tout en buvant de l'eau sacrée. Cette pratique est présentée comme étant bénéfique pour la santé et permettant de se libérer de la pauvreté. L'auteur souligne l'importance de croire en cette pratique et de s'y engager pleinement, contrairement aux esprits modernes qui ont tendance à éliminer ce qu'ils considèrent comme inutile. Il explique que cette pratique permet de se connecter à l'énergie du soleil et d'accéder à une énergie qui n'est pas limitée par la lumière physique du soleil. L'auteur mentionne également le pouvoir de l'hypnose pour modifier certaines habitudes et comportements, tels que la faim, la guérison, l'expansion de la conscience et les pouvoirs psychiques. Cependant, il souligne que ces pouvoirs ne peuvent pas être atteints si la personne n'a pas déjà développé un état de conscience plus élevé. L'auteur conclut en suggérant que la pratique peut être utile tant que l'on a besoin d'un soutien externe pour contourner ses propres limites. Dans cet extrait, l'auteur parle des dangers de l'hypnose et de l'influence de différentes techniques sur l'esprit humain. Il souligne que le yoga offre un accès direct à une aide divine, contrairement à l'intervention d'un humain avec un ego qui pourrait limiter l'éveil spirituel. L'auteur mentionne également que certains animaux sont très suggestibles à l'hypnose, et que des procédures physiques comme le dessin d'une ligne devant un poulet peuvent les plonger dans un état d'hypnose. De plus, l'auteur explique que certaines fréquences lumineuses peuvent induire des états de somnolence ou de suggestibilité, et que des technologies ont été développées autour de ces principes. Il fait également référence à l'utilisation de certaines substances chimiques, comme le LSD, dans des expériences menées par la CIA dans les années 50 et 60, dans le but de programmer ou reprogrammer les individus. L'auteur soulève ensuite la question de l'utilisation du fluorure dans l'eau potable, précisant que cela rend les gens plus dociles et suggestibles. Il mentionne que dans certains pays, comme l'Inde, le chlore est utilisé à la place du fluorure. Enfin, l'auteur souligne que l'OMS a également recommandé l'ajout de fluorure dans le sel de table. Dans certains pays où le fluor n'est pas ajouté à l'eau, comme en Inde, on ajoute du fluor dans le sel. Cela a été fait par ordre du gouvernement et a conduit à une infestation de fluorure dans la population. Cela a pour but de rendre les gens plus dociles et suggestibles. Par ailleurs, les lumières clignotantes, comme celles des écrans de télévision et des téléphones portables, ont également un effet hypnotique sur les personnes, en les rendant plus passives et obéissantes. Ces mécanismes d'influence sont biologiquement enracinés et peuvent être utilisés pour contrôler le comportement humain. De plus, certains additifs alimentaires, colorants, alcool et drogues jouent également un rôle dans la suggestibilité et l'obéissance. Nature utilise ces moyens pour activer certaines habitudes de comportement, mais cela peut également être utilisé de manière abusive par d'autres moyens. Il est possible d'induire de faux souvenirs par suggestion, ce qui peut expliquer le phénomène appelé effet Mandela où les gens se souviennent collectivement des événements de manière différente. Dans cet extrait, l'auteur explique comment les souvenirs peuvent être manipulés. Il part du principe que les souvenirs physiques peuvent être remplacés ou oubliés en implantant des suggestions subliminales hypnotiques.
L'auteur mentionne le pouvoir du cinéma pour planter de fausses suggestions et créer de faux souvenirs, ainsi que la possibilité de créer de faux souvenirs à travers d'autres formes de communication subliminale, voire même de manière télépathique. Il évoque également la capacité des personnes à se rappeler de tout et à oublier rien, tout en soulignant l'importance de l'autosuggestion positive pour améliorer sa mémoire. L'auteur mentionne également le concept de suggestion et d'idées transmises à des individus à un niveau mental supérieur, sans que ces derniers ne soient nécessairement conscients de leur origine. Il souligne que ces capacités de manipulation mentale et vitale peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques, mais également à des fins négatives. Lorsque l'on parle de guérison et de croissance, il est possible d'aller au-delà de l'hypnose traditionnelle. En effet, on peut transmettre des suggestions et des idées directement à travers d'autres moyens, sans que la personne soit endormie. Cela peut se faire par le biais de diverses méthodes et techniques telles que la programmation neuro-linguistique, le mesmérisme, la fascination ou l'influence mentale. L'objectif est de transmettre une suggestion, une influence ou une énergie qui permet d'aider quelqu'un à grandir, à s'éveiller ou à modifier quelque chose dans sa conscience. Cela peut être utilisé pour la thérapie, la guérison, la restructuration de ses valeurs, de son contexte, de ses souvenirs ou de ses réponses à ses souvenirs. Ces méthodes peuvent également aider à accroître la conscience et à éveiller des potentiels plus profonds ou plus élevés, en rendant la personne consciente de ses aspirations les plus profondes et les plus élevées. Ce processus va au-delà de l'hypnose traditionnelle, car il n'y a pas de sommeil impliqué et la personne peut choisir de participer ou non à des écoles, à des interactions en ligne ou en personne. Même si on n'en est pas pleinement conscient, cela se produit tout de même. Ce qui est transmis va au-delà des mots et de l'interaction, car il s'agit d'une transmission de valeurs ou d'influences de différentes natures, parfois même de manière spirituelle. Ce pouvoir de transmission peut être très puissant, comme vous l'avez peut-être expérimenté en tant qu'élève avec certains enseignants qui vous ont inspiré grâce à l'optimisme qu'ils dégageaient. Cette influence inspirante persiste même lorsque vous pensez à ces personnes des années après. Si un être humain peut avoir un tel impact, imaginez la puissance de la source qui travaille à travers ces êtres humains. Concernant l'utilisation de l'hypnothérapie pour la guérison personnelle, il est tout à fait possible de connecter et d'intégrer les enseignements de la Divine Mère. Cependant, il est préférable de le faire en utilisant le vocabulaire et la perspective du client. Plutôt que d'introduire un nouveau vocabulaire qui pourrait être difficile à assimiler, il est préférable d'élargir les mots existants pour inclure des perspectives plus larges et plus profondes. Cela permettra d'intégrer ces enseignements de manière plus adaptée et acceptable pour le client. La personne a essayé une approche qui n'a pas fonctionné, mais elle ne se décourage pas et continue de chercher d'autres façons d'aborder la situation. Elle réalise que les mots qu'elle utilise ont un impact sur sa relation avec l'événement et les possibilités futures. Elle utilise l'exemple du suicide et comment l'utilisation de différents termes peut complètement changer la perception de la situation. Elle souligne l'importance de l'alignement avec les autres et la nécessité d'expérimenter et d'explorer de nouvelles possibilités. Elle introduit également le concept de programmation neuro-linguistique, PNL, qui consiste à utiliser les mots et les images pour définir la relation avec les événements et les possibilités futures. Elle explique le processus de restructuration des mots et des perspectives pour changer la perception et améliorer l'expérience. En intégrant la perspective intégrale de Sri Aurobindo et de la mère, il est possible de comprendre plus profondément la situation d'une personne et d'accéder à des couches plus profondes de conscience pour aider à transformer les perspectives et les expériences. Dans ce texte, l'auteur explore les influences passées et présentes sur le développement de son être psychique. Il souligne l'importance de se connecter à une présence divine intérieure pour aider les autres et pour se développer personnellement. L'auteur partage également ses réticences à explorer les vies antérieures et ses préférences pour se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Il explique que le choix de se focaliser sur le présent et le futur permet d'éviter d'être tiré en arrière par des souvenirs qui ne sont plus pertinents pour sa croissance. Enfin, l'auteur avertit des dangers de la réactivation des personnalités passées, qui peuvent empêcher d'avancer. La sagesse consiste à accepter les choix faits au niveau intérieur et à s'aligner sur la naissance et le but de cette vie. Il faut se concentrer sur le mouvement en avant pour lequel nous sommes venus sur Terre. Plutôt que d'utiliser l'hypnose pour contourner nos choix, il est préférable d'utiliser des outils comme la PNL, les suggestions mutuelles et les affirmations positives. Il est important de cesser de répéter des affirmations négatives et de se focaliser sur le potentiel infini qui nous attend. Il faut choisir de s'engager entièrement et de tout notre cœur dans tout ce dont nous sommes conscients en nous-mêmes. Il est inutile de se préoccuper du passé. Ce qui est plus important, c'est l'appel du futur et du divin. Le monde merveilleux de la joie attend notre appel. Nous devons abandonner les bagages du passé et nous ouvrir à la nouveau monde et à la conscience nouvelle qui attendent de se manifester sur Terre. Il est important de se détourner de toutes les choses qui ne sont pas pertinentes et de faire confiance à la connaissance profonde de l'âme qui sait pourquoi nous sommes ici. Il faut s'aligner sur cette connaissance et s'ouvrir à la Mère divine qui est capable de nous façonner entièrement. Cette alliance rend tout possible, sans limite d'espace, de temps et de forme. En prenant soin de notre corps et en lui transmettant une conscience supérieure, nous pouvons repousser les limites de l'âge. Le temps ne doit pas être une excuse, il faut s'engager pleinement dans le futur.
La discussion sur l'hypnose n'est qu'une porte d'entrée vers quelque chose de bien plus puissant, la foi et la connaissance intérieure qui doivent être présentes dans toutes les parties de notre être. Un des aspects essentiels de la pratique du yoga intégral est de réaliser les 6 perfections. Nous prenons un moment pour nous aligner sur cette aspiration et invoquer consciemment sa réalisation dans cette vie. Nous exprimons notre gratitude et nous terminons avec une salutation chaleureuse en disant Namasté.